Bennett essaie d'influencer Poutine dans son rôle de protecteur de l'Iran. Israël, depuis Netanyahou, a toujours voulu supplier Poutine de ne pas trop aider l'Iran. Israël a une politique d'exceptionnalisme et il veut souvent se présenter comme une troisième voie. Que Bennett ait demandé quand même le hockey américain, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait supposer. Nous sommes en ligne avec le professeur Cyril Aslanov de l'université d'Aix-en-Provence, qui se trouve actuellement à Aix-en-Provence et qui est également spécialiste dans les relations entre la Russie, les pays d'Europe de l'Est. On va dire cela comme cela. Professeur Aslanov, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, bien entendu, l'information dominante ici en Israël, c'est la médiation de Naftali Bennett qui, au milieu du Shabbat, prend un avion du Mossad israélien, ce qui est apparemment sans précédent, pour s'envoler vers Moscou. Le premier dirigeant occidental a rencontré Vladimir Poutine pendant 3 heures. Il se déplace ensuite, après avoir parlé à Zelensky et à Emmanuel Macron à Berlin. Il rencontre la nuit dernière le chancelier allemand, Scholz, et il revient en Israël. Alors, votre appréciation, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous pensez que Naftali Bennett a en main les clés d'une solution possible, d'une médiation qui pourrait aboutir à un cessez-le-feu? Je ne pense pas que cela puisse aboutir à un cessez-le-feu global. Cela peut éventuellement faciliter ce qu'on appelle les couloirs, les corridors humanitaires, des choses assez importantes, puisque le sauvetage de la vie de tout être humain est important, mais ça ne va pas absolument résoudre le conflit. Cela dit, il y a dans l'analyse qu'on peut faire de cette médiation 2 dimensions. Une dimension dont on parle parfois dans certains milieux, notamment dans les milieux russophones, soit en Israël, soit de l'opposition anti-Poutine en Russie. Beaucoup voient dans ce geste une manifestation de la politique éthique. Les Russes emploient le mot nravственная politika, la politique éthique. La politique éthique est une chose qui en soi est rare de nos jours, et ce serait quelque chose d'assez remarquable qu'un dirigeant israélien fasse quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, en fait, de la vie de beaucoup, mais qui a un pouvoir symbolique exceptionnel et qui montre qu'Israël ne peut pas se désintéresser de Gog ou de Magog quand Gog et Magog sont en confrontation. Évidemment, Gog, ce serait la Russie, et Magog, pas l'Ukraine, mais plutôt les États-Unis qui sont moins derrière. L'Ukraine, malheureusement, est victime et le monde entier prend fait et cause pour l'Ukraine. Il y a quelques personnes extrêmement coupées de la réalité qui peuvent encore défendre Poutine. D'autres opinions voient dans ce geste tout à fait frappant, je précise que Bennett a été reçu avec tous les honneurs. Est-ce que vous vous rappelez des entretiens de Poutine avec Macron, avec la fameuse table tout à fait aliénante qui faisait peur à Macron lui-même. Macron n'est pas à l'aise avec Poutine. Et là, on voyait un Bennett, un peu rondouillard, jovial, assis côte à côte avec Poutine, avec Zev Elkin pas trop loin pour le traduire. Il y avait quelque chose qui faisait penser aux moments les plus forts, aux heures de gloire de la diplomatie russo-israélienne. Dans cet échange avec les drapeaux israéliens, le drapeau russe, tout était selon les règles du protocole, ce qui, entre parenthèses, est intéressant parce qu'il y a un problème de protocole diplomatique. Bennett est certes number one en Israël, mais il est Premier ministre du point de vue international, et Poutine, c'est le président de la Russie. Donc il y a une certaine asymétrie, et pourtant cette asymétrie ne passait pas dans cette entrevue. On ne la voyait pas, ils étaient d'égal à égal, et on peut voir ici, outre, bien entendu, le choix d'une politique éthique, quelque chose qui a un impact sur les relations d'Israël avec
l'Europe et les États-Unis. C'est ça. Alors justement, parce que je voudrais justement rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Vous pensez que Naftali Bennett a demandé le feu vert aux Américains avant de se rendre à Moscou, ou alors il a simplement prévenu les Américains, et est-ce que finalement, au bout du compte, cette démarche, si elle n'aboutit pas, elle ne risque pas de placer Israël, on va dire, dans le camp de la Russie et de fâcher considérablement les Américains et peut-être aussi les Européens? Non, absolument pas. Les Européens font confiance à Israël parce qu'en fait, le monde, les experts, les diplomates perçoivent à juste titre Israël comme un pays apparemment aligné dans le camp occidental. C'est un pays, c'est peut-être l'allié, disons, c'est le pays dont les États-Unis est l'allié le plus proche. Je ne dirais pas que c'est l'allié le plus proche des États-Unis, mais il y a un tandem depuis 67 au moins entre les États-Unis et Israël qui fait que les États-Unis n'ont même pas besoin d'avoir des bases militaires en Israël, puisqu'Israël tient lieu de bases militaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que c'est un pays qui, malgré son allégeance très forte du côté américain, a son quant à soi dans des relations avec des pays tiers, même quand ces pays ne sont pas tellement du goût des Américains. La Russie, jusqu'à une date récente, et peut-être maintenant à nouveau, la Chine. N'oublions pas le rôle parfois ambigu d'Israël par rapport à la Chine, au risque de déclencher le courroux américain. Israël a une politique d'exceptionnalisme et il veut souvent se présenter comme une troisième voie. Que Bennett ait demandé quand même le hockey américain, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait supposer pour ne pas créer des malaises et des ambiguïtés. En revanche, je suis persuadé que Bennett, dans ses rapports avec Olaf Scholz et Macron, a une relation d'égal à égal. Il y a ici quelque chose qu'on pourrait définir comme l'insertion d'Israël dans une dynamique européenne qui se manifeste dans le sport, dans l'Eurovision, pour l'anecdote, mais aussi dans beaucoup d'organisations européennes qui incluent Israël à titre de pays membre ou membre associé. Donc il y a ici quelque chose qui, du point de vue de la diplomatie israélienne et de la volonté d'Israël d'être un pays exceptionnel en Occident, irait peut-être au-delà du geste éthique. Non pas une réelle politique cynique, mais une volonté d'être utile à l'Occident dans la gestion d'une crise qui n'est pas seulement la crise ukrainienne, mais un conflit qui n'est plus la guerre froide, mais peut-être les phases préliminaires à une guerre chaude entre la Russie et l'Occident. Alors, j'ai bien compris. Je voudrais essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans une conversation alors que l'on est en plein conflit entre un homme comme Naftali Bennett et un homme comme Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui, on va dire, mis sur le banc de la scène internationale, la communauté internationale. Qu'est-ce qu'on peut se dire pendant 3 heures? Premièrement, il faut savoir que c'est 1h30 parce que chaque réplique a dû être traduite par Zev Elkin. Donc, c'est peut-être moins que 3 heures. L'interprétariat oblige à aller plus lentement. Une chose extrêmement importante pour Bennett, et ça c'est au-delà donc de cette hésitation, est-ce que c'est un geste purement éthique pour montrer le rôle d'Israël dans la diplomatie mondiale, ou bien est-ce que c'est un geste pour plaire à l'Occident? Israël n'est pas toujours apprécié par l'Occident, ni par Biden, ni par l'Union européenne, mais là, cela redore le blason d'Israël d'une manière extrêmement efficace. Il y a une autre dimension qui n'est pas des moindres. Il y a peut-être 1,5 million de juifs ou de presque juifs en Russie. Il y en a 300 000 en Ukraine. Israël, en outre, est prêt à évacuer des Ukrainiens qui ne sont pas juifs, qui sont peut-être mariés avec des juifs, ou même des Ukrainiens qui n'ont aucun rapport avec le peuple juif, mais Israël est prêt à le faire. Donc, il y a cette dimension humanitaire qui, elle, va au-delà du spectacle d'une diplomatie éthique ou d'une volonté de plaire ou de complaire à l'Occident. Il y a quelque chose de très précis qui est le sauvetage d'êtres humains en péril et la volonté aussi de ne pas couper les ponts avec Poutine,
qui pourrait, dans son durcissement intérieur, je ne sais pas si vous vous rendez compte que la Russie est en train de devenir une dictature ouverte et non pas une dictature larvée qu'elle était pendant des décennies, il est important de conserver un canal de communication avec Poutine, et ça, ce point est important pour, je dirais, une question sécuritaire israélo-juive, qui d'ailleurs n'exclut pas de sauver aussi des non-juifs. Très important de le dire. Alors, est-ce que vous pensez que l'on a parlé au cours de cette conversation aussi du dossier iranien? Parce que ce matin, dans les médias, on fait un lien plus ou moins direct entre ce qui se passe dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ce qui se passe à Vienne. Il y a un lien qui a été fait directement par Sergei Lavrov qui a dit que la condition pour signer un accord, c'était que, eh bien, les Américains lèvent leurs sanctions sur la Russie dans son commerce avec l'Iran. C'est une des conditions qui a été apparemment déjà repoussée par les Américains. Mais est-ce qu'il est possible que Naftali Bennett soit aussi allé à Moscou pour essayer de défendre, on va dire, son opposition à un accord de Vienne? À partir du moment où Biden a des problèmes dans sa négociation avec l'Iran, le fait qu'Israël aille représenter une position encore plus exigeante que celle des États-Unis n'est pas très logique, si vous voulez. Parce que, en fait, dans le diapason des attitudes face à l'Iran, il y a les maillons faibles, les pays européens, les pays de l'Union européenne. Il y a un maillon un peu plus fort, Biden, qui n'est pas Trump, mais qui est quand même un maillon fort. Biden a révélé une certaine détermination, une certaine vigueur politique au cours de ces derniers jours. Et il y a un maillon encore plus fort dans son refus des compromis et de l'illusion par rapport à l'Iran, qui est Israël. Je ne pense pas que Israël, qui est le maillon le plus dur dans les négociations avec l'Iran, enfin, il n'en fait pas partie, mais il a une opinion sur la façon dont devraient se dérouler ces négociations avec l'Iran. Je ne pense pas que Israël vienne aplanir des différends qui pourraient se manifester entre Poutine et l'Europe par rapport au dossier iranien, entre l'Iran directement et l'Europe. Ce qui, en revanche, me paraît vraisemblable, c'est que, un peu comme son prédécesseur Netanyahou, Bennett essaie d'influencer Poutine dans son rôle de protecteur de l'Iran. N'oublions jamais que l'Iran fait partie de l'accord de coopération stratégique qui groupe la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et l'Iran, le 9e membre. Très important parce que finalement, ça montre que l'Iran est dans le camp russe contre Biden. Israël, depuis Netanyahou, a toujours voulu supplier Poutine de ne pas trop aider l'Iran. Mon opinion, à l'époque où j'avais été interviewé à maintes reprises sur ces rapports russo-israéliens face au dossier iranien, mon opinion était toujours assez défaitiste et pessimiste. Je disais toujours que pour la Russie, pour la diplomatie russe, l'Iran est plus important qu'Israël. Aujourd'hui, ce qui se joue n'est pas le dossier iranien, à mon avis, même si peut-être pour jouer un rôle dans les grands pays de la diplomatie mondiale, Israël ne peut pas s'empêcher d'être aussi quelque part inquiet de ces négociations entre les Occidentaux et les Iraniens. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand on a un péril nucléaire tangible et réel de la part d'un dirigeant qui visiblement est en train de perdre les pédales, Poutine, je ne pense pas qu'une question portant sur le moyen long terme, c'est-à-dire l'enrichissement de l'uranium ukrainien, la capacité, iranien, pas ukrainien, ne mélangeons pas. L'enrichissement de l'uranium en Iran, la capacité de le fixer sur une arme balistique, ce sont des questions assez lointaines. Il faut les préparer, évidemment, mais elles sont lointaines. Aujourd'hui, on a affaire à un dirigeant complètement, visiblement aliéné de la vie de tous. Il a franchi un seuil. Il n'est plus le même Poutine que nous connaissions.
car il est très invraisemblable de penser que pendant 22 ans, ce dirigeant a masqué une folie et que tout à coup, il la révèle. Il y a visiblement un changement cognitif chez cette personne. On peut analyser son regard. Je connais des gens qui le connaissent et qui m'ont dit qu'il était tout à fait différent de ce à quoi ils avaient l'habitude. Okay. Quand on a un type pareil qui, tous les 2 jours, menace d'utiliser l'arme nucléaire si on ne le laisse pas tranquille, je pense que les questions portant sur le degré de maturation de l'enrichissement de l'uranium en Iran sont des questions qu'il faut reléguer peut-être un peu plus tard. Mais tout de même, il nous reste environ 2 minutes et demie à peine pour cette dernière question. Tout de même, on peut être très surpris que, alors qu'il y a un conflit ouvert entre l'Ukraine et la Russie, c'est-à-dire presque indirectement entre les États-Unis et la Russie, eh bien, on continue du côté américain à parler d'un accord imminent sur lequel les États-Unis d'un côté, mais la Russie aussi, vont devoir apposer leur signature. Comment c'est possible, diplomatiquement parlant? Eh bien, est-ce que l'idée qu'en Europe orientale, mais même aussi un peu en Europe centrale, parce que l'Ukraine a une partie qui est déjà encore en Europe centrale, ça vous paraît possible que l'on revienne à une guerre conventionnelle qui rappelle la Deuxième Guerre mondiale, avec l'emploi d'un matériel encore plus meurtrier, peut-être que ne l'était celui que déployaient les belligérants au cours de la Deuxième Guerre mondiale? Je pense qu'il y a ici quelque chose qui échappe complètement à la rationalité. Et le fait que l'on continue à négocier avec l'Iran sur fond de conflits extrêmement dangereux, parce qu'il peut déraper entre la Russie et l'Ukraine, et derrière l'Ukraine avec l'Occident, ne doit pas nous étonner. Ce sont des dossiers séparés, je dirais même cloisonnés, et les chancelleries continuent leur travail jusqu'au jour où, peut-être, et il faut espérer que cela ne soit pas le cas, aucune forme de négociation ne sera possible dans aucun sens et on en sera réduit à la diplomatie secrète, à des entrevues à la Yalta ou à la Téhéran. Téhéran de l'époque, oui. Oui, mais pour l'instant, malgré la persistance de ce conflit meurtrier en Ukraine, il y a encore une situation globale de presque normalité qui permet de négocier. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, il y avait toujours des négociations parallèles et secrètes. Ce n'est pas quelque chose qui doit étonner tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la guerre et de la diplomatie. Eh bien, professeur Cyril Aslanov, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'était très intéressant de dialoguer avec vous comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Bonne journée, bonne journée.